Zéro cadeau pour William Gomis qui continue à prendre de solides prospects dans son ascension vers le top 15. Ce week-end, il affronte Haider Hamil, invaincu en 10 combats professionnels, sortant de ses 2 victoires par TKO à l'UFC. Une étape importante pour le Français qui cherche à convaincre l'UFC qu'il mérite sa chance au top 15. L'analyse, c'est maintenant. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Sous Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Je pense qu'on a été tous surpris par l'annonce de ce combat. William Gomis est à 4-0 et il vient de passer le très gros test qu'était Joanderson Brito, face à qui il était gros underdog. Le Brésilien était clairement vu comme un top 15 en approche et avec une telle victoire, on aurait pu espérer voir un Gomis affronter un top 15 ou un profil qui frôle le ranking UFC. Mais il se retrouve à regarder loin derrière lui face à un prospect une nouvelle fois dangereux. Maintenant, à titre personnel, je trouve ça bien. L'enjeu est clair, prendre une 5e victoire à l'UFC, prendre de l'expérience, ce qui est nécessaire quand l'objectif est de monter dans une division aussi compliquée que celle des 66 kilos. Gomis n'a que 27 ans, il faut se le rappeler. Il a un style élusif, donc il prend très peu de coups, il prend très peu de coups durs. Il peut donc se permettre un long trajet vers le sommet et ça peut même lui être bénéfique, j'ai envie de dire. D'un point de vue style et matchmaking, je trouve ça intéressant. Unanimement, je pense que tous les fans seront d'accord, tous ceux qui ont regardé tous les combats de William Gomis à l'UFC, son combat le plus divertissant à l'UFC sous cette bannière, c'était son dernier. C'était celui contre Brito, qui a un style et un profil très agressif. L'UFC le met une nouvelle fois face à quelqu'un qui veut engager le combat, qui est même sur certains moments peut-être encore plus agressif que Joanderson Brito. Et ce genre d'opposition de style, un style calculé et mesuré face à un style engagé et offensif, ça fonctionne généralement bien pour les fans. Donc on va analyser ça juste après le Tale of the Tape. Haider Hamil est 44e au classement Fight Minds. Invaincu en 10 combats professionnels dont les 2 derniers à l'UFC, il a un taux de victoire avant la limite à 70% grâce à 6 KO et une soumission. William Gomis est 18e au classement Fight Minds et affiche un palmarès professionnel de 14 victoires en 16 combats et un statut d'invincibilité sous la bannière de l'UFC où il a combattu 4 fois. Comme son adversaire, il a 6 KO et une soumission dans ses victoires, l'amenant à un taux de finalisation de 57%. Le Français profitera d'un avantage de 8 cm sur la taille du haut de son mètre 83 et d'une meilleure allonge de 7 cm avec son mètre 85. Nous sommes sur 2 volumes de jeu opposés. Haider Hamil envoie 11 frappes par minute avec une précision à 57%. William Gomis envoie la moitié avec une précision à 50%. Défensivement, Gomis a une statistique exceptionnelle avec une responsabilité défensive à 71%, 10% de plus que son adversaire qui reste bien au-dessus de la moyenne. Haider Hamil était à 3-0 au LFA après avoir battu Sewell puis Gibson lorsqu'il a obtenu son opportunité au Contender Series où il a signé en battant Son Mez à la décision. Il a validé sa place sur 2 TKO contre Fernie Garcia puis contre Young Lee en juillet dernier. William Gomis a signé à l'UFC suite à sa victoire contre José Marcos Alares pour faire ses débuts au premier UFC Paris contre Herens. Victoire à la décision majoritaire. Il a ensuite battu Francis Marshall puis Yanis Ghemmouri au 2e UFC Paris. Jamais 203, William Gomis est le seul athlète avec 3 victoires à l'UFC Paris grâce à sa victoire sur Brito dans sa dernière sortie. Alors tout d'abord, comme d'habitude, est-ce que notre communauté croit en la victoire du Français? Bien sûr que oui. 90% de ceux qui ont voté voient une victoire et un statut d'invincibilité à l'UFC qui continue pour William Gomis qui passerait donc à 5-0 sous la bannière de cette promotion. La question que beaucoup se posent, et j'imagine que pas mal de gens regardent cette vidéo en se disant « Bah tiens, je connais pas trop Haider Hamil, on va voir ce que Fight Minds en dit ». On va commencer par son parcours jusqu'à l'UFC parce que je le trouve intéressant. Son 2e combat professionnel, c'était déjà au Bellator. Au Bellator, il a pris 3 victoires entre 2018 et 2019. Donc, vous faites le calcul, hein, il a 10-0 aujourd'hui. Son premier combat, c'était 2017-2018. Donc, il n'est pas super actif comme gars. Il a 34 ans, donc il prend son temps. Par contre, au Bellator, je vais dire ça comme ça, aucun de ses adversaires n'a percé. Par contre, ça reste une expérience dans une grosse promotion, donc c'est plutôt solide.
Après son 3-0 au Bellator, il était à 4-0. Il signe au LFA et là aussi, il prend 3 victoires. Pareil, face à 3 gars d'un niveau moyen du LFA. Donc, c'était pas des futurs champions du LFA. C'est pas des gars qui ont tout perdu au LFA. C'était, voilà, le ventre mou, on va dire, de la division. Ça reste des expériences intéressantes et on peut absolument pas dire qu'il a construit son palmarès. Chacun de ses combats au cours de sa carrière et même à l'UFC, c'est chaque fois logique par rapport à son expérience et à son palmarès. Il n'a pas pris de 0-4, il n'a pas construit son palmarès contre n'importe qui. Il s'est challengé et donc il mérite sa place à l'UFC assez tôt dans sa carrière puisqu'il a signé quand il était à 8-0. Maintenant, d'un point de vue style, comme précisé dans le Tale of the Tape, on a un gars qui est assez agressif. Il est dans l'action. Quand on voit 11 frappes par minute, c'est que tu as un haut volume de jeu. Pardon. Alors, on va commencer par la base, même si Brian n'est pas là, je vais le préciser. Il est gaucher, et ça va être très très intéressant dans la partie game plan, parce que William Gomis l'est également. Ça lui arrive de passer en droitier, mais c'est très éphémère et ça dépend de son adversaire. Donc ici, je pense qu'il restera en gaucher. C'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit, très haut volume de jeu, et son haut volume de jeu, il l'a grâce à une pression, et une pression vraiment agressive, avec la volonté de chercher le boxing range. Maintenant, j'ai toujours nuancé ce propos. Il va passer la majorité, ou en tout cas, il va chercher à passer la majorité de son temps debout à distance d'anglaise, mais il va vraiment user son adversaire avec un rythme très soutenu, variable et beaucoup de variété dans les distances. Donc, il va quand même kicker de temps en temps. Il va être à distance de jab et direct. Il va rentrer à distance de crochet. Il va lutter. Il va venir au clinch. Au clinch, il va être agressif avec ses coudes et ses genoux. Donc voilà, il met un rythme soutenu, mais sur des distances différentes, ce qui peut user, ce qui peut fatiguer, ce qui peut mettre de l'interrogation chez son adversaire. Par contre, son agressivité, comme on en parle souvent sur Fight Minds, on a souvent des qualités qui en deviennent des défauts. On a les inconvénients de ces qualités. Et ici, c'est le cas. Son agressivité, voire sa suragressivité, ça laisse des ouvertures qui l'amènent à faire des erreurs. Notamment, il est ouvert au contre, en sortie de clinch. C'est à ce moment-là où on a l'impression qu'il reset. Il dit, OK, je viens de faire une grosse action, je reset et puis je repars. Et au moment où il dit je reset, ben là, il y a des ouvertures. Il s'est déjà fait bien connecter. Je crois que c'était contre Garcia. Il se fait bien connecter en sortie de clinch. Et même dans la poche. Quand il est dans la poche, de temps en temps, il a un bon positionnement. Et puis de temps en temps, il est menton à la fenêtre à envoyer ses frappes. Et je pense que quelqu'un de lucide avec un bon œil pour le contre, il peut vraiment aller le cueillir. Il peut partir en méga brawl, méga brouillon. Donc ça, évidemment, c'est contrable. Au sol, quand il est suragressif, ça lui arrive d'avoir des mauvaises positions, tout simplement. Il est trop haut dans le dos. Il regarde pas le contrôle avant de vouloir frapper. Et donc, il perd des positions. Ça peut se relever assez facilement du côté de son adversaire. Et à cause de ces mauvaises positions, là par exemple j'ai un exemple, c'était contre Garcia, donc encore une fois ses débuts à l'UFC, il est beaucoup trop haut dans le dos. Il y a vraiment la tête de Garcia qui est en dessous de son menton et il se fatigue sur l'étranglement arrière. Il devrait savoir que ça va pas passer. Pourtant il essaye et donc il a un style énergivore, peu importe, donc debout, en lutte, au sol, c'est énergivore. Il y a des moments où ça va être énergivore pour lui et pour son adversaire. On a beaucoup de profils comme ça. Et on va dire que c'est pas un mauvais investissement dans ce cas-là. Mais là, en l'occurrence, sur ce genre de séquence, il se fatigue tout seul, vraiment tout seul. Et ça peut payer sur les combats qui durent, tout simplement. Donc, face à quelqu'un de très mesuré, c'est vraiment un point d'attention qui doit être mis en avant lors de sa préparation. William Gomis, on le connaît très bien, évidemment. Alors, je vais d'abord adresser l'éléphant dans la pièce. Le Français est critiqué pour un style ennuyeux, et ça, chacun ses goûts, évidemment. Et je pense, par contre, que c'est important de nuancer ça. Les gens confondent style non divertissant. Je vais pas prendre le terme ennuyeux, je vais prendre style non divertissant parce que même si on kiffe l'approche mesurée, la stratégie, la sélection des frappes, c'est pas spécialement divertissant. Ça peut être appréciable, mais divertissant, ça on peut pas qualifier son style de divertissant. Donc là, voilà. Mais les gens confondent un style non divertissant avec être nul. Et c'est pas le cas. Je trouve ça complètement fou d'ailleurs de devoir rappeler que l'objectif premier d'un sport, peu importe lequel, ici le MMA, c'est de gagner. La manière est secondaire. À ce niveau-là, la manière est secondaire. Oui, elle a son importance. À l'UFC, elle a son importance parce que ça peut permettre de faire une ascension plus vite. Après, je reviens sur l'âge de Gomis. Il a que 27 ans. Il n'a pas besoin d'exploser vers le top
en prenant des risques démesurés. Mais donc je reviens là-dessus, la manière de gagner n'est pas essentielle, elle n'est pas vitale. Elle est importante, certes. Ce qui est essentiel, ce qui est vital, c'est de gagner d'abord. Donc je sais pas, je trouve que ça devient dur pour les athlètes. Les athlètes français, ils perdent, ils se font tuer en commentaire sur les réseaux. Ils gagnent, mais pas avec le style de Wanderlei Silva. Ils se font tuer en commentaire. S'ils parlent avant un combat pour essayer de le vendre et qu'ils délivrent pas ce qu'ils ont dit, ils se font tuer en commentaire. Et s'ils sont trop discrets, ils se font tuer en commentaire. Bref, on a l'impression que dans quasi tous les cas, à moins de gagner sur un Performance of the Night, ils vont se faire critiquer. Donc, si le fan n'est jamais satisfait, c'est peut-être pas le combattant le problème. Je dis ça. Alors, je me permets de nuancer. Je sais que je viens de parler de la minorité bruyante et qu'ici, on a la majorité silencieuse. Et je sais que la critique constructive est vitale aussi dans la performance à haut niveau. Donc, ceux qui émettent des critiques constructives sur base de faits ou d'opinions supportées par un argument, fine. Je ne vise pas ça. Je vise vraiment les insultes, les acharnements qu'on peut voir après certaines performances, victoires non divertissantes, comme défaites, comme défaites après avoir dit quelque chose au micro, ou de temps en temps même des critiques sur des gars qui sont trop discrets. À un moment, voilà, il faut être un tout petit peu plus dans le support. Bref, donc d'un point de vue style, forcément, ce que je viens de décrire, c'est quelqu'un qui est très mesuré, William Gomis, dont l'objectif premier dans la cage, c'est de ne pas se faire toucher et de prendre ses rounds en faisant plus que son adversaire. Forcément, comme il se fait très peu toucher, il n'a pas besoin de beaucoup piquer ses adversaires pour prendre ses rounds. Ce qui signifie qu'effectivement, la plupart des combats de William Gomis, en termes d'action, il y a moins que sur la moyenne des combats à l'UFC. Et d'ailleurs, ce style, donc comme je viens de le dire, il se fait tellement peu toucher qu'il peut se permettre de pas produire grand-chose offensivement pour remporter les rounds. Ça pourrait se jouer contre lui. Parce que je le rappelle, à l'UFC, il a 4 victoires, dont 3 à la décision. Sur les 3 à la décision, on a une majoritaire, 2 partagées. Quand on analyse ça, quand on regarde ça, même sans avoir vu les combats, on se dit, OK, le mec gagne ses combats, mais il est jamais à 100% convaincant. Les juges vont pas lui donner les rounds de manière unanime. Et sur 2 des 4 combats à l'UFC, il y a chaque fois un juge qui le voit perdre son combat. Donc ça reste une alerte. Pour l'instant, ça fonctionne bien et on supporte ça évidemment, mais ça pourrait se retourner contre lui. Il pourrait une fois, à peu de choses près, il peut perdre ses combats et il serait pas invaincu à l'UFC à l'heure actuelle. Donc voilà, il n'est pas ultra convaincant dans sa capacité à gagner les rounds, mais suffisamment jusqu'à présent. Alors pour décrire un peu plus son style, voilà, il a de très bons déplacements sur l'extérieur. Il a donc une bonne capacité à absorber ses adversaires. Il est très rapide dans son pied-point. Il a adapté son background. Donc son background, c'est le Sanda. Il a très bien adapté ça au MMA avec des kicks très variés grâce à une souplesse bien au-dessus de la moyenne. Donc la réalité, c'est qu'il gagne ses combats. Il vient bien préparé. Il a un bon mental. Il a confiance en lui. Il a confiance en ses compétences, en son équipe. Et jusqu'à présent, c'est factuellement un sans faute à l'UFC. Alors, encore une fois, je reviens là-dessus, mais il vaut mieux un Gomis qui nous offre une carrière à la Belal Mohamed, un style critiqué qui va jusqu'à prendre la ceinture, plutôt qu'un Gomis qui nous fait une carrière à la, Jeremy Stephens, un chouette style avec des combats divertissants, sans même jamais se rapprocher de la ceinture. Sa mesure fait pour l'instant son succès. Alors là, je vais insister sur le pour l'instant. C'est l'un de ses axes d'amélioration. Il doit trouver le moyen d'être plus serein quand ça va au bout du combat. Puisqu'en plus de ça, ça va assez souvent au bout de la limite. 43% de ses combats, ce sont des décisions. Et on le sait et on le sent avec un style comme Gomis. Son taux de finish, il était assez élevé avant de rencontrer le top niveau. Et maintenant qu'il est au top niveau, on est sur 25% de finish, 75% de décision. Et en plus de ça, le finish, on s'en rappelle, il est légèrement controversé. C'est le genre de combat qui se dirigeait vraiment vers une décision. Donc, les options pour être plus serein quand ça va à la décision, c'est soit de frapper plus fort, soit de mettre plus de volume, soit d'utiliser un tout petit peu plus de techniques impactantes. On va dire ça comme ça.
les high kicks, les genoux sautés, les coudes, les genoux, donc tout ce qui marque l'esprit des juges, voilà, ça pourrait être plus convaincant et voilà, et rendre les juges plus à l'aise de scorer pour lui. On va passer au facteur X, juste après avoir remercié notre sponsor Unibet.fr. J'aimerais prendre un court moment pour remercier notre sponsor principal Unibet.fr. C'est grâce à nos sponsors que nous pouvons produire ce contenu et le mettre gratuitement à votre disposition en enlevant les ads sur les différentes plateformes. Unibet.fr est le site qui vous offre les meilleures cotes sur les combats de MMA. Au vu des dangers des jeux d'argent, on vous invite à vous inscrire uniquement si c'est avec une approche ludique et récréative. Budgétez et voyez ça comme une opportunité de vous renseigner davantage sur le sport qui vous passionne. Obtenez un free bet allant jusqu'à 100 € en passant par notre lien en description lors de votre inscription. Alors, le seul facteur X auquel j'ai pensé pour ce combat, c'est justement cette pression qu'il semble de temps en temps se mettre tout seul, peut-être à cause aussi de ce qu'il lit sur les réseaux. C'est la pression de gagner par finish. Pour moi, il a un style, il a le style d'un gars qui va gagner des décisions. Le finish doit en soi venir à lui, entre guillemets. La volonté de vouloir terminer le combat avec le style qu'il a, c'est potentiellement des prises de risque. Et sur de nombreux rounds serrés, avec les nombreux rounds serrés qu'il a à l'UFC, un risque qu'il ne paye pas peut se retourner contre lui. Donc, voilà, ça c'est le facteur X, c'est est-ce qu'il aura cette volonté de vouloir terminer à tout prix parce que c'est un adversaire loin derrière lui dans le classement et qui pourrait laisser des ouvertures à Amil, qui est opportuniste, ce serait une erreur. Donc ça c'est vraiment un facteur X. Je pense que c'est dans son intérêt de venir lucide, concentré, il n'y a que la victoire qui compte. La manière, c'est secondaire. S'il y a un finish qui vient à moi dans un moment de combat, je saute sur l'opportunité, bien entendu. Mais mon premier objectif, c'est la victoire. C'est pas la victoire par une quelconque méthode. D'un point de vue stratégique, une clé commune, donc avant de faire le game plan d'un côté et de l'autre, je trouve qu'il y a une clé commune très importante. J'en ai légèrement parlé quand je faisais le profil de Haider Hamil, c'est de venir très bien préparé à la garde fermée. Ici, on a deux gauchers, donc pour ceux qui savent pas, parce que c'est vrai que quand on parle de garde ouverte, garde fermée, dans les commentaires, on a toujours les mêmes questions. Garde fermée, ça veut dire un droitier contre un gaucher. Garde ouverte, c'est deux droitiers qui se rencontrent ou deux gauchers qui se rencontrent. Ici, on est dans le cas de deux gauchers, deux southpaws qui se rencontrent. Sur Terre, il y a moins de gauchers que de droitiers, ce qui signifie que proportionnellement, quand tu es gaucher, à l'entraînement, tu vas beaucoup plus tourner avec des droitiers. En combat, tu vas beaucoup plus rencontrer des droitiers. Donc un gaucher sera très habitué à la garde ouverte, alors que les droitiers à l'entraînement, ils vont plus souvent tourner avec des droitiers. En combat, ils vont plus souvent combattre contre des droitiers, donc ils sont plus habitués à la garde fermée. Ici, on a deux gauchers qui sont donc plus habitués à la garde ouverte. Ils vont se rencontrer tous les deux dans une garde fermée. Je vais pas dire que c'est nouveau pour eux, mais c'est moins habituel pour eux. Donc, une des clés de la préparation, d'un côté comme de l'autre, ça va être de s'être habitué un maximum pendant le camp d'entraînement à cette dynamique de garde fermée, parce que clairement, la dynamique change, la lutte change, les combinaisons qui sont disponibles changent, le travail de feinte change, le travail de cadrage change et de pression, ça change. Donc, pour Hamil, c'est là-dessus qu'il doit se concentrer. Le travail de sortie, quand on est bloqué à la cage, c'est plus du côté de Gomis que ça doit se travailler. C'est pas la même chose en gaucher, en droitier. Les remises, quand on a un déplacement, c'est pas du tout les mêmes. Donc voilà, il y a un gros travail à faire d'un côté comme de l'autre sur ce point de vue-là. Donc ça, c'est une clé stratégique commune aux deux. Maintenant, du côté de Haider Hamil, je pense, par rapport à son style, donc quand on établit un game plan, c'est toujours la même chose, c'est qu'est-ce que je suis capable de faire et parmi ce que je suis capable de faire, qu'est-ce qui va fonctionner contre mon adversaire. Y a-t-il des choses que je suis pas encore capable de faire qui pourraient bien fonctionner contre mon adversaire et que je suis capable d'apprendre d'ici le combat à rajouter chez lui. Donc pour Haider Hamil, je pense qu'il doit s'inspirer de Brito. C'est une split, donc c'est pas passé loin. Donc il y a clairement des éléments à reprendre. Et le style de Brito, c'est quelque chose que Haider Hamil a un peu naturellement. Un style très agressif, pas de la même manière, certes, mais voilà, cette agressivité doit être prise pour éviter de laisser Gomis piquer à distance de kick, pour le mettre sur son pied arrière, pour le forcer à réfléchir à comment se donner de l'espace. Il va devoir faire gaffe aux contres, parce que Gomis a mis de très très beaux contres en anglaise quand Brito essaie de casser la distance. Donc quand il va vouloir couvrir une certaine distance, je rappelle, il y a une différence de taille entre les deux. Donc en plus de ça, Haider Hamil, il est plus à l'aise au boxing range, donc il y a pas mal de distance à couvrir pour rentrer dans une zone où il peut toucher
Gomis avec ses armes les plus fortes, il va devoir faire gaffe évidemment quand il rentre dans cette zone parce que Gomis se déplace très bien, il sait absorber, donc ça veut dire qu'il y a pas mal de risques de collision avec l'anglaise de Gomis. Moi je pense qu'il va devoir lutter pour varier et s'il arrive à lutter Gomis, avoir vraiment un objectif de position. Il ne doit pas chercher à être ultra agressif au sol, t'amènes au sol, tu gardes ta position, tu t'assois dessus et puis tu fais ton schéma offensif dans un second temps, mais une fois que tu as obtenu cet amené au sol, il doit en profiter. Il doit absolument avoir cet objectif de je garde la position, je ne le laisse pas se relever et après je pense à la suite. Gomis s'est fait prendre le dos plusieurs fois à l'UFC. Haider a une bonne compétence pour prendre le dos. Gomis s'est retrouvé dans des soumissions bien chaudes et c'est son mental qui lui a permis de résister et de tenir le coup. Et en plus de ça, et surtout, Haider doit avoir cette compréhension que Gomis a très souvent des rounds serrés. Je l'ai déjà beaucoup dit dans ce podcast. Il doit donc vouloir prendre... donc Haider, c'est le profil qui va prendre beaucoup des moments de combat. Ici, je pense qu'il doit réfléchir à comment prendre des minutes de combat. S'il arrive à prendre 1 minute 30 au sol, à avoir été un peu impactant debout, voilà, ça peut jouer pour lui. Donc quand tu fais face à quelqu'un qui a beaucoup de rounds serrés, c'est comment est-ce que je m'assure d'avoir le côté serré, mais pour moi, pas pour lui. Du côté français, je pense que c'est primordial de mettre du volume avec ses kicks, passer un maximum de temps à cette distance. Il est plus grand, il a une meilleure allonge, il a des meilleurs kicks, il est plus rapide, il doit profiter de ça, vraiment. Donc ça veut dire beaucoup se déplacer aussi face à quelqu'un qui va vouloir avancer, rentrer au boxing range. Donc c'est chaque fois toucher, sortir avec les kicks. Et un peu comme il l'a fait très bien contre Brito, c'est préparer son anglaise en contre avec une priorité sur la vitesse, des combinaisons simples et courtes, 2 frappes, 3 frappes. Il a envoyé beaucoup son direct crochet. Encore une fois, il faudra adapter ça à la garde fermée. Après, le direct crochet, ça fonctionne très bien en garde ouverte comme en garde fermée. Donc ça peut bien passer. Et il doit avoir, pour moi, il doit préparer un footwork pour reprendre le centre. Il y a quelqu'un qui va foncer sur lui. Il doit avoir dans the heat of the moment, le feu de l'action, il doit avoir cette capacité de pivoter, reprendre le centre et profiter de tout l'espace qu'il a derrière lui pour essayer d'un peu marquer ses frappes avec ses kicks et imposer sa distance qui lui sera propice dans ce combat. Alors, il doit être non seulement attentif, mais il doit être aussi offensif en sortie de clinch. Voilà, c'est les petits détails qui peuvent faire la différence dans un combat. Gomis est ultra souple, sortie de clinch, high kick, ça peut vraiment passer face à un Haider, comme je le disais, qui prend ça comme un moment de reset où il y a peut-être une garde qui se baisse, pardon. Je me perds maintenant dans mon truc. Ah, c'est difficile de faire un podcast tout seul. Voilà, un moment d'inattention, quoi. Et donc, là aussi, s'il peut prendre une position de contrôle, il doit pas hésiter. Pour moi, la lutte opportuniste, elle est clairement ouverte dans ce combat pour Gomis aussi. Il a déjà montré pas mal de belles choses au sol quand il prend les positions. Et donc là aussi, comme il a l'habitude des rounds serrés, voilà, tu as une opportunité de mettre au sol, de prendre 1 minute 30 avec des frappes au sol. Ça peut clairement faire la différence et te dire, ok, celui-là, il est pour moi, je dois pas stresser j'arrive dans le 3e round, est-ce que c'est 2-0, est-ce que c'est 1-1, est-ce que c'est 2-0 pour moi? Non, voilà, il faut prendre le premier round, c'est important pour l'un comme pour l'autre. Alors, avant d'avancer vers les pronos, je voudrais prendre 2 minutes pour annoncer qu'on a décidé de devenir ambassadeur de la marque, je l'ai pris ici, Nutrimuscle. Nutrimuscle propose des compléments alimentaires avec des ingrédients sélectionnés minutieusement. De mon côté, il y a un détail qui me plaît énormément dans cette marque, c'est le petit « et c'est tout ». Ils l'écrivent à la fin de leur liste d'ingrédients sur leur site. Et voilà, pour moi, c'est important. Pour moi, ça a son importance. Ça signifie que dans ce que vous achetez chez Nutrimuscle, il n'y a que l'essentiel. Il n'y a pas des ingrédients qui servent à rien et qui sont généralement mauvais pour la santé. Donc, à titre d'exemple, la whey nature, la créatine, le collagène nature, généralement tout ce qui est nature chez eux en fait, il n'y a qu'un seul ingrédient. Voilà, il n'y a qu'un seul ingrédient et ça, j'apprécie énormément. Donc voilà, double annonce par rapport à cette affiliation. 1, avec le code NMA_FM5, on vous le met en description, ce sera beaucoup plus facile. Vous avez 5% de réduction qui se cumule sur les autres éventuelles promotions. Et numéro 2, Nutrimuscle est utilisé par Benoît Saint-Denis, par Morgan Charrière. Morgan Charrière qui combat le 22 mars à l'UFC Londres. Allez sur l'Instagram de Nutrimuscle, là aussi je vais mettre le lien en commentaire. Il y a un concours qui vous permet de gagner le voyage pour aller voir le combat de Morgan Charrière, tout frais payé, le voyage, l'hôtel, les tickets UFC.
Donc voilà, double annonce et très content d'être représentant de Nutrimuscle. C'est super clean et voilà, j'utilise ça depuis qu'on a signé le contrat. Très satisfait. Très satisfait. Place au prono. Selon notre sponsor Unibet.fr, William Gomis est donné favori à 1,44 contre 2,60 du côté de Haider Hamil. On donne un tout petit peu plus que 65% de chance à Gomis de rester invaincu à l'UFC et de prendre le 0 de Haider Hamil. Personnellement, j'aime bien la cote. Il y a une stat que j'ai vue aujourd'hui. J'ai oublié. C'est 11 combattants invaincus ont perdu leur 0 à l'UFC récemment. Donc voilà, pourquoi pas en plus ce week-end. Pour moi, ce 65-35, ça reflète assez bien mon analyse. Gomis a déjà prouvé qu'il était capable de gérer des gars très agressifs en dehors de l'UFC contre Tobias Harila, à l'UFC contre Brito. Contre Brito, c'était chaud, certes, mais je trouve que Joe Anderson Brito est plus compétent et plus dangereux que l'Américain Haider Hamil. Donc voilà, si on doit refaire un combat entre William Gomis et Brito, je pense que les cotes se rapprocheraient d'un 50-50. Et je pense pas que c'est déconnant de dire qu'il y a 15% de différence de risque entre Haider Hamil et Joe Anderson Brito. Donc voilà, le 65-35 me paraît bien ciblé. Alors sur mon pronostic, je vais pas me mouiller. William Gomis à la décision. Le finish est plausible car Haider prend des risques de temps en temps démesurés. Ça peut laisser des portes ouvertes. Haider a aussi des portes de victoire. Si j'accepte le 65-35, c'est qu'il y a 35% de chance pour Haider de trouver son chemin de victoire. Mais honnêtement, j'aime bien le combat. J'avais dit que j'avais bien aimé le combat contre Brito. Je trouve que l'UFC ici fait un bon travail sur le matchmaking pour essayer de rendre le profil de Gomis attirant au public, aux yeux du public. Je pense que le management de Gomis fait un bon travail. Comme j'ai dit, on a été un peu surpris par l'annonce parce que vu sa victoire contre Brito, vu son 4-0, on s'attendait peut-être à ce qu'il frôle le top 15 sur son prochain combat. Et là, la réalité, c'est qu'il tombe sur un mec à 2-0, dont ses débuts contre Garcia, Garcia, il est à 0-4 à l'UFC. Maintenant, il a sauté. Donc, c'est pas une victoire exceptionnelle à l'UFC. Sa deuxième victoire, c'est un gars qui est à 2-1 à l'UFC. Donc voilà, du côté de Gomis, on a... c'est vrai que Herens, il a sauté. C'est vrai que Guémouri, il a sauté. Les deux autres, ils sont encore là et bien là, du côté de Brito en tout cas. Donc voilà, un peu surprenant quand même. Mais voilà, comme je l'ai dit, prise d'expérience importante pour Gomis. De toute façon, il aura un parcours long vers le sommet, à moins que son style change complètement. Donc pas déconnant. Cumuler les victoires, là, il sera à 5-0, il sera pas encore dans le top 15 avec cette victoire, mais il pourra prétendre à un top 15 ou quelque chose qui frôle. Donc voilà, je suis assez content. Je vous invite à mettre vos pronos en commentaire, je vais y arriver. De mon côté, je vous retrouve jeudi pour une preview plus générale de la carte, avec évidemment un focus d'analyse sur le main event. Ce sera entre Manel Kape et Azu Almabayev, et un petit clin d'œil sur le combat très fun qui n'est pas le main event, je ne sais pas pourquoi, Ribovics contre Akparast, avec un tour d'horizon du reste. Belle journée à tous, c'était Chris sur Fight Minds.